Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Allez, comme vous l'avez vu au titre, on va commencer par s'intéresser aux étranges données renvoyées par la sonde Voyager 1. Voyager 1 vient d'envoyer des données jugées bizarres à la NASA. Comment peut-on interpréter ces données vu qu'il est en dehors du système solaire ? Bonjour Mamadou. 45 ans après leur lancement, les sondes Voyager continuent de sonder les profondeurs du système solaire. Elles disposent d'un niveau d'énergie très faible et ne peuvent communiquer que d'infimes données. Mais cela est suffisant pour nous renseigner sur ce qui se passe au-delà de l'orbite de Neptune. Voilà 10 ans, Voyager 1 a passé l'héliopause, la zone qui marque la fin de l'influence régionale des vents solaires. Et voilà que récemment, les responsables de la mission ont noté un comportement étrange de la sonde. Le système de contrôle de l'attitude du vaisseau, celui qui est chargé de garder l'antenne pointée vers la Terre, semble être en proie à la confusion. Il fonctionne bien, puisque les communications avec Voyager 1 sont toujours actives, mais il envoie des données de télémétrie qui n'ont guère de sens. Le vaisseau semble incapable d'estimer son propre emplacement dans l'espace, sans que cela ne déclenche aucune alerte. Pour des appareils qui ont presque un demi-siècle et qui voyagent dans des environnements riches en radiation, cela peut se comprendre. Voyager 1 et 2 sont allés bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer d'elles. C'est un peu un miracle qu'elles continuent de fonctionner en 2022. La NASA va essayer de fixer ce problème à plus de 23 milliards de kilomètres de distance. Idéalement, l'agence aimerait bien continuer à faire fonctionner les deux sondes jusqu'en 2025 au moins. Elles auront peut-être d'ici là la chance de nous révéler quelques précieuses informations sur le milieu dans lequel elles évoluent, malgré leur capacité forcément très amoindrie. On enchaîne avec la question de Rocky sur un astre un peu particulier. Pouvez-vous nous dire où en sommes-nous par rapport à la Red Nova KIC 983-2227 qui selon certaines sources serait visible à l'œil nu dans les prochains jours ? En 2017, une équipe d'astronomes observant l'étoile double KIC 983-2227 a fait une prédiction spectaculaire. Ils ont estimé qu'en 2022, les deux étoiles fusionneraient, produisant au passage une nova rouge lumineuse, une gigantesque explosion stellaire qui serait visible à l'œil nu depuis la Terre. KIC 983-2227 est situé à environ 2000 années-lumière de nous. Ces deux étoiles gravitent très proches l'une de l'autre, elles se tournent autour en moins d'une demi-journée. Au cours des dernières années, d'autres modèles sont cependant venus remettre en cause la date de fusion prévue. Ils ont notamment mis en évidence une erreur dans la mesure de la diminution de la période orbitale des deux étoiles. Celle-ci était vue comme exponentielle dans le modèle qui supporte la fusion en 2022, alors que ce n'est pas forcément le cas. Si bien qu'une fusion en 2022 paraît relativement improbable, même si c'est bel et bien le destin qui attend les deux étoiles. Il est cependant compliqué de caractériser précisément les paramètres orbitaux des deux astres. Certains attendent donc toujours une potentielle fusion en 2022, avec la nova rouge qui va avec, tandis que d'autres pensent qu'il faudra se montrer plus patient. Comme leur nom l'indique, les novas rouges lumineuses se distinguent par leur couleur, le rouge. Elles sont plus lumineuses que des novas, mais moins que des supernovas. La manière dont la fusion d'une étoile double se déroule est encore assez floue. Pour cette raison, KIC 983-2227 reste un excellent cas d'étude. Si la fusion des deux étoiles du système intervient dans peu de temps et qu'elle peut être observée par des télescopes, cela devrait nous offrir un bel aperçu de ce procédé. On va maintenant prendre des nouvelles des tuyères Aerospike avec la question de Valentin. Qu'en est-il du développement des tuyères Aerospike ? Bonjour Valentin. On a consacré tout un dossier de l'espace aux tuyères Aerospike. Mais comme il y a en ce moment un peu d'actualité à ce sujet, on va se mettre à jour avec ta question. Pour rappel, la forme des tuyères des fusées est optimisée pour détendre parfaitement les gaz à une certaine pression ambiante. Les premiers étages sont ainsi équipés de tuyères courtes, qui fonctionnent bien dans l'atmosphère dense, tandis que les seconds étages ont des tuyères beaucoup plus longues qui optimisent la détente des gaz dans le vide. Lorsqu'une fusée traverse l'atmosphère terrestre, la pression atmosphérique n'arrête pas de chuter au cours de l'ascension.
Une tuyère qui était optimale au niveau de la mer perd en efficacité à 10 km d'altitude, et encore plus 20 ou 50 km plus haut. Une tuyère Aerospike est un dispositif qui permet d'avoir toujours une détente des gaz optimale, quelle que soit la pression ambiante. Elle offre une rampe centrale et laisse les gaz s'étendre librement sur l'extérieur, contraints uniquement par la pression atmosphérique. Le moteur est ainsi au maximum de son rendement, qu'on soit à 0, 30 ou 200 km d'altitude. La promesse est belle, mais la mise en pratique est compliquée. Il est notamment difficile de refroidir la rampe centrale qui est soumise à des contraintes phénoménales. Certains acteurs ont néanmoins toujours bon espoir de parvenir à développer cette technologie. En France, l'entreprise Hybrid Propulsion for Space devrait tester une telle tuyère dans les semaines ou les mois qui viennent. L'entreprise allemande EOS, spécialisée dans la fabrication additive, compte pour sa part construire tout un moteur Aerospike avec ce qu'ils annoncent être la pièce la plus complexe jamais imprimée en 3D. Et il faut bien avouer que la pièce en question a l'air impressionnante. On va s'intéresser à une planète tellement énorme qu'elle se fait appeler Godzilla. Peux-tu nous parler de Kepler 10c, appelé aussi Godzilla? Bonjour Jérém. Avec plus de 5000 exoplanètes officiellement découvertes, on a maintenant une petite idée de la diversité extrême que peuvent prendre ces astres. On aurait pu imaginer que tous les systèmes planétaires ressemblent plus ou moins aux nôtres, mais il n'en est rien, loin s'en faut. Kepler 10c est une exoplanète qui a été découverte il y a un peu plus de 10 ans. Les premières estimations de sa masse et de son diamètre l'ont fait apparaître comme une planète tellurique très grande et massive. Elle serait plus de 2 fois plus grande que la Terre et 17 fois plus massive. Cela lui a valu le surnom de Godzilla ou Mégaterre. Depuis, sa densité a été réévaluée à plusieurs reprises. Il semble qu'elle soit moins massive que précédemment estimée, plutôt autour de 7 à 8 fois la masse de notre planète. Cela signifierait qu'elle n'est pas une planète rocheuse, mais qu'elle est plutôt constituée en majorité de matériaux volatiles, probablement de l'eau. Cela ne veut pas dire que les planètes rocheuses très massives n'existent pas. En 2020, l'observatoire TESS de la NASA a mis en évidence une planète 3 fois et demi plus grande que la Terre et 40 fois plus massive, TOI 849. Sa densité moyenne est à peu près équivalente à celle de la Terre, ce qui pousse à penser qu'elle serait en majeure partie constituée de métal, de roches et d'eau, avec éventuellement une petite atmosphère. Le processus de formation d'une telle planète est incertain. L'équipe responsable de la découverte pense qu'il pourrait s'agir du cœur d'une planète géante gazeuse, dont les couches extérieures auraient été soufflées. Elle peut en tout cas prétendre au titre de Godzilla ou Mégaterre. Elle n'a cependant rien d'habitable. En plus de sa gravité de surface qui doit être écrasante, il y fait très chaud puisqu'elle évolue à grande proximité de son étoile. Un peu d'actualité chaude pour terminer cet espace commentaire avec la question de Jean-Pierre. S'agit-il de problèmes mécaniques ou encore et toujours de programmes logiciels et informatiques qui causent ces défectuosités? Bonjour Jean-Pierre. Le décollage et l'amarrage du Starliner se sont globalement bien passés, mais on dénote tout de même un certain nombre de couacs, surtout du côté de la propulsion. Lors de la manœuvre d'insertion orbitale, 2 propulseurs dits OMAC n'ont pas fonctionné. Ces propulseurs sont utilisés pour des manœuvres en orbite et sont heureusement pensés avec des redondances. L'entrée en service d'un 3e propulseur a dans ce cas permis de mener la manœuvre comme si de rien n'était. À l'approche de la station, ce sont cette fois-ci 2 RCS, des propulseurs de manœuvre fine, qui sont tombés en panne suite à une baisse de pression. Encore une fois, les nombreuses redondances du vaisseau ont sauvé la mise. Enfin, 2 boucles de refroidissement ont atteint des températures trop basses, ce qui a forcé les ingénieurs de la mission à rediriger le liquide de refroidissement loin des radiateurs. Le Starliner a donc bien connu des problèmes, mais aucun qui n'a mis la mission en danger ou même causé un retard considérable. Un des problèmes que va rencontrer Boeing, c'est que les propulseurs défectueux sont sur le module de service, et que celui-ci ne revient pas sur Terre avec le reste du vaisseau. Il ne sera donc pas possible de les inspecter en détail. Ces problèmes de jeunesse ne sont pas très étonnants. Le premier vaisseau Dragon de SpaceX, dans sa version cargo, en a connu des similaires. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces vols de test sont menés.
À l'heure où vous regardez cette vidéo, le Starliner est normalement revenu sur Terre, et on espère sans rencontrer de nouveaux problèmes. Voilà, cet espace commentaire est déjà terminé, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.